Donc, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir ici dans l'espace BCF pour la première des conférences qui va traiter d'un thème d'actualité, puisque, vous le verrez tout à l'heure, hier, il s'est passé un événement très important dans ce dossier. La réforme fiscale, c'est un serpent de mer qui dure depuis plusieurs années. Nous avons eu un premier épisode, nous avons eu un deuxième épisode sur lesquels je ne reviendrai pas. Quant au troisième épisode, tout s'est très mal passé il y a à peu près 2 ans, puisque celui-ci a été refusé dans les urnes. Et là, nous entamons le 4e épisode, qui ne s'appelle pas RIE 4, mais PF 17 ou RFFA, comme on va le voir tout à l'heure. Suite à l'échec en février 17, très rapidement... Ah, je vois la régie qui... C'est bon ? Très rapidement, le Conseil fédéral a pris le taureau par les cornes, a présenté un nouveau message et l'a mis en consultation juste à la fin de l'année 2017. Puis ensuite, les chambres fédérales se sont saisies de l'objet en 2018. Et le premier événement clé à noter en termes de stratégie politique, c'est la décision prise par la Commission de l'économie et des redevances du Conseil d'État le 16 mai 2018 de coupler la réforme fiscale à une réforme du financement de l'AVS. Et c'est là qu'on est arrivé à cet objet complètement hybride qui fait beaucoup parler de lui actuellement, sous forme d'un compromis politique. Alors était-ce un coup de génie ou au contraire un coup complètement idiot? On le verra dans quelques mois. Le Conseil des États puis le Conseil national ont finalement accepté ce compromis. Le vote final a eu lieu en septembre 2018 et, je le disais, le 16 janvier, donc hier, est arrivé à échéance le délai référendaire. Et même si ça n'a pas encore été confirmé de manière officielle, selon les médias, les référendaires ont réuni entre 70 000 et 80 000 signatures alors qu'il en fallait 50 000. Donc même avec une marge d'erreur, on peut d'ores et déjà dire, ça c'est sûr, que la votation aura lieu le 19 mai 2019. L'entrée en vigueur est prévue en 2020, pour autant évidemment que la votation réussisse. Ici, encore une fois, sous la forme graphique, le déroulement du temps jusqu'en 2020, avec une précision quand même. Dès 2019, donc dès cette année, l'administration fédérale des contributions n'accorde plus de statut pour des sociétés principales commissionnaires, respectivement pour des Swiss Finance Branches. Donc il y a déjà une sorte d'anticipation des effets, puisque l'objectif principal de cette réforme, il est ici, c'est d'abolir les régimes fiscaux cantonaux spéciaux. Et ça, en fait, ce sont les régimes de sociétés holding, de sociétés domiciliées, sociétés administratives. Et ces régimes-là ne sont plus en odeur de sainteté au niveau de la communauté internationale, raison pour laquelle nous devons les abroger. Ils vont donc être abrogés. Et ce qui est important à dire, c'est que pour les entreprises qui, au 1er janvier 2020, auraient été au bénéfice d'un tel statut, si la loi avait continué de s'appliquer, celles-ci pourront, à certaines conditions, faire valoir les réserves latentes non encore imposées, mais c'est assez technique, je ne vais pas aller sur ce thème pour l'instant. Abolir des statuts, c'est une chose, mais après, il faut faire en sorte que les entreprises restent. Et parmi toutes les mesures qui sont prévues dans ce projet fiscal 17, on a la Patent Box. La Patent Box, c'est en fait un régime qui permet à des entreprises qui détiennent de la propriété intellectuelle sous forme de brevets dans un premier temps, donc des brevets qui doivent être dûment enregistrés en tant que tels auprès de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, ou de droits comparables, de bénéficier d'un statut en ce sens que on isole le bénéfice qui est lié à ces brevets et ces droits comparables et on opère un abattement sur ce bénéfice, de telle sorte qu'à la fin, le résultat de l'imposition pour ces entreprises est plus bas que le taux ordinaire. Donc il s'agit en fait d'un nouvel objet. Cet objet, il existe au niveau international, il est dûment validé par l'OCDE, qui est un peu le gendarme en matière fiscale. Il n'est donc absolument pas sur une liste noire et dès lors que d'autres États l'appliquent, pourquoi pas la Suisse. Concrètement, ce qu'il faut savoir, et je viens directement ici, c'est que
ça ne va pas marcher pour tout type de dépenses que les entreprises auraient dans le domaine de la propriété intellectuelle en lien avec ces brevets, mais uniquement pour les dépenses en Suisse. Et là, c'est juste un petit exemple pour démontrer comment on calcule un quotient Nexus. C'est très technique, je vais essayer de vulgariser. Il s'agit en fait de tenir compte sur la ligne du numérateur, donc en haut sur la fraction, des dépenses qui sont directement engagées en Suisse par la société en question, respectivement par des sociétés du groupe, ou par des tiers en Suisse ou à l'étranger, et de les mettre en regard avec toutes les dépenses en matière de brevets, notamment aussi en lien avec des dépenses que la société pourrait engager à l'étranger. Et ça nous donne un quotient, et c'est ce quotient qui va servir à déterminer, sur la base du bénéfice total de l'entreprise, quelle est la part afférente à la patent box. Dans mon exemple, sur un bénéfice de 6 millions, avec un quotient de 58,5, on aurait un bénéfice privilégié de 3 510 000. Et la loi permet ensuite un abattement de 90% sur ce bénéfice privilégié, ce qui veut dire que seuls 10% de celui-ci, 351 000, sera imposable, avec évidemment les 41,5% restants du bénéfice qui ne sont pas intégrés dans le quotient Nexus. Ce qui veut dire qu'ici, très concrètement et sans aller plus dans le détail, sur la base d'un bénéfice net total de 6 millions, on se retrouverait avec un bénéfice imposable de 2 490 000, ce qui est évidemment appréciable. Je continue et je reviendrai après sur cette mesure. Une deuxième mesure, toujours dans le domaine de la recherche et du développement, c'est de permettre de faire une déduction supplémentaire à hauteur de 50% maximum des dépenses consenties dans le cadre de la recherche et du développement. Là aussi, c'est assez technique. Par contre, ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui, c'est que autant l'outil de la patent box sera assez difficile à appliquer pour les entreprises et ne sera pas forcément appliqué par beaucoup d'entreprises, en tout cas dans les cantons romans, comme on va le voir tout à l'heure, autant les déductions supplémentaires, elles, devraient être appliquées assez largement par toutes les entreprises qui sont actives dans la R&D. Une autre mesure, celle-ci, elle a été réintroduite dans le cadre du compromis du Conseil des États, c'est la déduction supplémentaire pour l'autofinancement. Ça ne concerne concrètement que le canton de Zurich. Il s'agissait donc d'un deal au niveau politique, ça ne concerne pas du tout la loi fédérale. Je passe donc plus loin. Toutes ces mesures que je viens d'énoncer, si on les combine ensemble, elles ne doivent pas arriver à un effet tel pour l'entreprise qu'il n'y ait plus de bénéfices à imposer. Il y a donc un garde-fou qui a été mis en place, c'est cette limitation de la réduction fiscale qui est fixée à 70%, ce qui veut dire en fait que lorsque vous avez un bénéfice de 100, à la fin, vous devez quand même pouvoir imposer 30. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aurait pris toutes les mesures en lien avec la patent box ou avec les déductions complémentaires et qu'on serait en dessous de ces 30, il y aurait un correctif qui serait fait pour que le bénéfice imposable soit quand même de 30. Il s'agit en effet de ne pas diluer trop de substances fiscales pour les cantons. Les cantons sont libres de prévoir une réduction moindre. On verra la position de Fribourg dans quelques secondes. Un autre point qui a fait l'objet d'un compromis au Parlement, c'est l'imposition partielle des dividendes. Aujourd'hui, dans le canton de Fribourg, pour un actionnaire qui détient plus que 10% du capital action d'une société de capitaux, il peut bénéficier de cette imposition partielle à hauteur de 60% au niveau fédéral, 50% au niveau cantonal. Ça va changer. On va monter à 70% au niveau fédéral et les cantons ne pourront pas descendre en dessous de 50%. On verra la position de Fribourg après. Un autre point du compromis du Conseil des États, c'est pour les sociétés cotées et uniquement pour les sociétés cotées, de mettre un petit patch correctif sur les réserves issues d'apports de capital. Ça avait fait grand bruit lors de la RIE 2. C'est en fait les apports que les actionnaires font dans leur entreprise qui sont comptabilisés sur une réserve spéciale et lorsqu'on distribue ces réserves, il n'y a pas d'imposition, ce n'est pas considéré comme un dividende parce que je mets de l'argent que je ressors, ce qui est assez logique somme toute. Mais pour les sociétés cotées, à la demande notamment de certains partis de gauche dans le cadre du compromis, celles-ci, lorsqu'elles procéderont à une sortie de réserve issue de capital, ne pourront le faire que dans un ratio 50-50 avec des réserves qui sont, elles, imposables.
À long terme, ça ne changera pas grand-chose. À moyen terme, ça pourrait avoir un petit effet. Les cantons recevront un peu plus pour les aider à financer leurs propres mesures qu'ils mettront en place. Les villes et les communes pourront faire valoir leurs intérêts, on le verra au niveau du canton de Fribourg. Et puis, le grand objet, je l'ai dit avant, du deal du Conseil des États, c'est que le Conseil fédéral initialement proposait d'augmenter les allocations familiales et le Conseil des États a dit non, ça c'est une mesure contre-productive qui n'apporte rien. On a un problème beaucoup plus urgent de recapitalisation dans l'AVS, donc on va mettre en place des mesures pour financer l'AVS de manière provisoire. Voilà, il y aura dans les autres mesures qui sont un peu moins importantes, mais que je mentionne pour information, une modification de la péréquation financière. Il y aura une réduction de l'impôt sur le capital pour les personnes morales, au niveau cantonal évidemment, uniquement pour le capital en lien avec des participations ou des brevets. Et puis, là c'est une concrétisation de la jurisprudence, on aura dorénavant une imposition des réserves latentes au moment, je veux dire une neutralité des réserves latentes au moment de début d'assujettissement ou d'arrivée en Suisse et une imposition lorsque l'entreprise quitte la Suisse. C'est déjà comme ça que ça se passait, mais ce n'était pas codifié dans notre loi. Et puis, on a une petite modification relative à la transposition, mais là c'est assez technique, c'est lorsque un actionnaire apporte des actions qu'il détient lui-même à titre privé dans une société qu'il contrôle. Jusqu'à maintenant, on avait jusqu'à 5%, on fermait les yeux, et à partir du moment de 2020, pour toute opération similaire, on aura une transposition. C'est lorsque un actionnaire décide de restructurer son patrimoine en fait. Et puis ça, c'est une bagatelle sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Mais maintenant, je vais arriver dans du concret par rapport au canton de Fribourg. Là, vous avez tout d'abord la carte de la Suisse. Ce sont les taux qui ont été annoncés. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de taux d'imposition, puisque ce sont les cantons qui sont compétents pour fixer leurs propres taux et que dans le cadre du projet fiscal, le taux d'impôt fédéral sur le bénéfice, qui est de 8,5%, taux nominal, n'est pas modifié. Par contre, la marge de manœuvre est pour les cantons et ceux-ci ont un intérêt, à tout le moins ceux qui ont aujourd'hui un taux élevé, à procéder à une baisse assez importante de leur taux d'imposition pour pouvoir rester attractifs, notamment par rapport à toutes les entreprises qui avaient des statuts fiscaux privilégiés et qui, par la suppression de ces statuts fiscaux, passeraient au taux ordinaire. Je prends l'exemple de Fribourg. Lorsque vous avez un statut fiscal de société domiciliée, vous êtes entre 10, 12, 13% de taux effectif net d'impôt sur le bénéfice. Si on n'apporte aucun correctif dans le canton de Fribourg, vous passez d'un coup à 19,6%. Ce qui est évidemment assez répulsif, d'où la proposition du canton d'adopter un taux de 13,72, ça c'est le taux effectif. Alors le canton, justement, la loi est toute fraîche puisqu'elle a été adoptée le 13 décembre par notre Grand Conseil. Et puis, parmi les objets qui figurent dans le paquet fédéral et sur lesquels le canton a une certaine marge de manœuvre, on constate, s'agissant de la patent box et des déductions supplémentaires, que le canton s'aligne sur le projet fédéral. On constate aussi que, s'agissant de la limitation de la réduction fiscale, je vous rappelle qu'avant, on ne pouvait pas dépasser 70% du bénéfice imposable. Là, Fribourg donne 2, voire même 3 tours de vis, puisque ça signifie que pour un bénéfice de 100, avant application d'une éventuelle patent box ou des déductions complémentaires pour la recherche et le développement, on devra avoir au minimum un bénéfice imposable de 80. Ce qui veut dire que l'effet escompté d'une patent box dans le canton de Fribourg, il est quasi nul. Pour les déductions supplémentaires, on peut encore discuter. Et pourquoi cette position de la part du canton? C'est que le canton est prêt à faire un pas très important pour passer de 19,86 à 13,72 au niveau du taux effectif d'imposition pour toutes les personnes morales. Il n'y aura plus de distinguo de taux entre des sociétés de capitaux et des associations, par exemple. Aujourd'hui, les associations sont imposées un peu en dessous. Le taux sera le même pour toutes les personnes morales. Concrètement, la philosophie du canton, c'est de dire on fait un gros effort pour toutes les entreprises de ce canton à 13,72. Donc,
on va être un peu moins souple sur l'effet d'appel que pourrait procurer une patent box ou des déductions supplémentaires. C'est une stratégie qui est observée d'ailleurs dans d'autres cantons romans, notamment à Genève, dans les projets genevois. C'est de se dire on est plutôt agressif sur le taux, mais on l'est un petit peu moins sur les outils spéciaux. Dans d'autres cantons de Suisse, notamment des cantons qui auraient des taux d'imposition un peu plus bas avant la réforme et qui ont donc moins besoin de faire d'efforts pour baisser leurs taux, eh bien, ces cantons-là ont choisi d'être un peu plus agressifs sur les mesures en lien avec la patent box et la déduction supplémentaire recherche et développement. C'est donc une question de stratégie politique. Et puis, l'autre point, l'imposition partielle des dividendes. Je l'ai dit avant, les cantons ne peuvent pas aller en dessous de 50. Actuellement, on est à 50 et on passera à 70 par la suite. Donc, pour l'actionnaire, ça veut dire, a priori, sur un dividende de 100 aujourd'hui, respectivement de 100 demain, qu'il va payer un peu plus d'impôts à titre personnel. Mais on a procédé à diverses simulations fiscales pour certains clients et lorsqu'on reprend tout le pipeline, depuis tout en haut, c'est-à-dire depuis la société jusqu'à la poche du contribuable, on constate certes une péjoration dans le dernier niveau du pipeline, c'est-à-dire lorsque le dividende sort de l'entreprise, mais vu qu'il y a une telle réduction de l'impôt dans le haut du pipeline, c'est-à-dire au niveau du taux d'imposition de l'entreprise, à la fin, on a quand même un peu plus dans la poche du contribuable actionnaire. Après, évidemment, ça dépend de chaque cas particulier en fonction du taux d'imposition de la personne, etc. Mais malgré ce qu'on pourrait penser à premier abord en se disant « mince, on va être talqué en tant qu'actionnaire », si on prend tout le pipeline du début jusqu'à la fin, l'effet il est quasi nul, voire même légèrement favorable pour les actionnaires personnes physiques domiciliés dans le canton. Au niveau de l'impôt sur le capital, alors le taux va aussi être adapté à la baisse. Par contre, ce qui est intéressant, je l'ai mis en italique ici, c'est que le canton de Fribourg, dans le cadre de la mise en vigueur de cette réforme fiscale, adopte une mesure qui était inclue dans la réforme 2. C'est la possibilité d'imputer l'impôt sur le bénéfice à l'impôt sur le capital que connaissent nos amis vaudois, par exemple. En gros, ça veut dire que dans votre entreprise, pour autant que vous payez plus d'impôts sur le bénéfice que d'impôts sur le capital, vous ne payerez pas d'impôts sur le capital, ce qui est une mesure aussi intéressante, bien évidemment. Sinon, ce paquet contient toute une série de mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, ce sont des mesures sociales. Fribourg s'inspire de l'exemple vaudois, puisque dans le canton de Vaud, vous le savez, il y a déjà 2 ans que le peuple s'est prononcé uniquement sur la question du taux d'imposition des personnes morales et de certaines mesures d'accompagnement au niveau social. D'ailleurs, depuis le 1er janvier de cette année, le nouveau taux, qui est de 13,7 et des poussières net, est appliqué dans le canton de Vaud, indépendamment du fait que la réforme fiscale entre en vigueur ou non. C'était un engagement des Vaudois qu'ils ont tenu. Alors Fribourg prend aussi certaines mesures d'accompagnement et ce qu'il faut retenir pour les entreprises, c'est que ce sont en fait les entreprises qui vont financer celles-ci par une taxe spéciale qui est appelée taxe sociale, qui sera perçue par le service cantonal des contributions à hauteur de 8,5% de l'impôt cantonal de base de 4%, ce qui correspond à 0,34 en taux effectif. Donc le 13,72 que je vous mentionnais avant, en fait on est plus ou moins à 14 si on tient compte de cette taxe sociale. Et les produits de cette taxe sociale, ils seront affectés dans plusieurs fonds qui vont être créés, notamment un pour la formation professionnelle, un pour les demandeuses d'emploi de 50 ans et plus, un pour les jeunes, pour l'accueil extrafamilial et un autre pour l'intégration des personnes en situation difficile. Donc là, c'est la petite touche sociale qui devrait permettre d'éviter éventuellement un référendum également au niveau cantonal, même s'il semblerait que celui-ci va quand même être saisi, mais à tout le moins d'aller avec toutes les chances possibles devant les urnes pour les citoyens de ce canton. Voilà, et puis il est prévu aussi une petite redistribution. Je l'ai dit avant, cette réforme doit tenir compte des intérêts des villes, des communes, mais également des paroisses. Et le canton a décidé de verser pendant certaines années un montant aux communes, respectivement aux paroisses, dans les communes qui, en fait, connaîtront le plus d'effets négatifs en termes de
projet fiscal 17. Le service des contributions a établi une tabelle avec des projections financières qui permettent de voir que certaines communes vont plutôt bien s'en tirer, d'autres vont assez mal s'en tirer. Et c'est le but de cette contribution transitoire, d'aider les communes qui vont assez mal s'en tirer, de ne pas si mal s'en tirer en quelque sorte. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces mesures-là, elles sont prises pour une durée de 7 ans, puisque dans 7 ans, le Conseil d'État devra rendre un rapport pour voir l'état de la situation et quel est en quelque sorte l'impact de ces mesures. Donc il est tout à fait possible que dans 7 ans, on renonce à cette taxe sociale en se disant qu'on a passé le cap de la mise en vigueur PF17, il n'y a pas tant de conséquences négatives que cela, etc. Mais ça sera un nouveau débat politique dans 7 ans, bien évidemment. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet fiscal et plus particulièrement sur l'état de la situation dans tous les cantons suisses, vous pouvez accéder sur notre site. Nous avons fait un micro-site sur le site bdo.ch et vous avez à la page en bas où se trouve la carte, si vous cliquez, vous avez ensuite accès à tous les fact-sheets en PDF de tous les cantons qui sont régulièrement mis à jour en fonction de l'actualité. Ceux-ci sont en français pour les cantons romans, en allemand pour les cantons alémaniques et malheureusement également en allemand pour le Tessin. Pour Fribourg, Berne et Valais, ils sont dans les 2 langues. Voilà. Maintenant, et avant de prendre les questions, quelques recommandations. Ce qui est très important, vu qu'on va avoir une baisse de taux assez importante au niveau des personnes morales, on va avoir un petit correctif, comme je l'ai dit, au niveau de l'imposition des dividendes pour les personnes physiques. Je pense qu'il est très important encore cette année, s'agissant déjà du bouclement des comptes 2018, mais également pendant l'exercice commercial 2019, de procéder à l'une ou l'autre simulation pour voir quelle est la direction qu'on devrait prendre pour passer le cap de 2020. Est-ce qu'il faut, par exemple, sur l'exercice 2018, si on a eu un bon résultat, est-ce qu'il faudrait peut-être prendre un bonus, respectivement, au contraire, profiter de vider les réserves et d'imposer le dividende tant que le taux est assez bas pour l'actionnaire? Enfin bref, ce sont toutes des questions qui se posent, qu'on discute avec nos clients. Il n'y a pas une réponse toute faite pour chacun, ça dépend évidemment de la situation personnelle de chaque entreprise et de chaque actionnaire qui est derrière l'entreprise. S'agissant maintenant des entreprises et uniquement des entreprises, vu que le taux va baisser, il y a peut-être certaines charges qui étaient prévues dans 2 ou 3 ans qu'on pourrait anticiper en 2019 pour profiter du plein effet sur le taux qui est encore à 19,6. Respectivement, certains produits qu'on pourrait réaliser cette année, qu'on peut peut-être réaliser dans une année avec un taux d'imposition un peu inférieur, etc. Donc il y a énormément de possibilités de planification qui s'ouvrent aux entreprises. Je le répète, déjà dans une moindre mesure au niveau du bouclement 2018, mais surtout au niveau de la planification 2019. Voilà. Et puis à la fin, tenir compte du fédéralisme pour une société qui serait active avec des établissements stables dans différents cantons. Les impacts ne seront évidemment pas les mêmes d'un canton à l'autre. Idem, s'agissant d'une société qui aurait son siège dans un canton A, mais l'actionnaire domicilié dans le canton B, il faut tenir compte des impacts des 2 cantons, bien évidemment. Voilà. Le but de ces séances, c'était aussi de pouvoir échanger. Est-ce qu'il y aurait des questions de votre part ? Il y a même un micro, si jamais. Bon, là, on s'entend, malgré le brouhaha ambiant. Alors, s'il n'y a pas de questions, mais que ces questions devaient tout d'un coup surgir suite à un mauvais rêve dans quelques jours, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous donner des réponses. Et puis moi, je vous souhaite un plein succès dans le cadre de ce salon. Il y a énormément de conférences sur tous les thèmes, alors profitez, emmagasiner un maximum de connaissances. Si j'ai bien compris, ces conférences, je crois qu'elles sont enregistrées, c'est juste ? Absolument. Et qu'elles peuvent donc être visionnées par la suite, si un point n'est pas clair. On n'a pas encore tous les détails, bon, mais voilà. On en saura plus tout à l'heure. Voilà. Parfait. Alors moi, je vous remercie en tout cas de votre attention, et puis je vous souhaite une très belle journée dans le salon, ou respectivement une belle journée demain aussi si vous faites les 2 jours au salon. Bonne journée.